Salut tout le monde. Donc, j'espère que vous allez bien ce matin. On va commencer avec la formation sur les tâches vidéo et Flipgrid. Donc, on va parler des deux différentes plateformes que je propose là, pour permettre à vos étudiants de soumettre une vidéo à travers soit ECT ou Flipgrid. Vous allez voir, il y a deux différentes options. Je vais parler des avantages, désavantages des deux différentes plateformes. Et même, j'ai fait un petit ajout là, ce matin. Je vais parler d'un troisième outil qui s'appelle Screencastify. Donc, parce que j'ai eu beaucoup de demandes de gens qui voulaient permettre à leurs étudiants d'enregistrer leur écran. Donc, un peu comme qu'on fait avec Screencast-O-Matic, mais le problème avec, pas le problème, mais l'accès Screencast-O-Matic qu'on a, c'est vraiment pour les employés et les profs. Donc là, j'ai trouvé un autre outil qui est quand même très, très simple qu'on pourrait proposer à nos étudiants pour qu'ils soient capables de filmer leur écran et nous envoyer là, cette vidéo-là. Donc, il y a trois choses aujourd'hui. Évidemment, on va passer rapidement à travers les trois. Vous allez voir un peu les avantages là, de ces différents outils-là. Et par la suite, là, s'il reste un peu de temps pour les questions, je vais rester. Et évidemment, comme tout outil, c'est quand on commence à l'utiliser qu'on a plus de questions. Donc, évidemment, je suis disponible pour vous aider là, une fois que vous allez commencer à faire l'intégration de ces choses-là. Donc, sans plus tarder, je vais tout de suite commencer par ECT. Donc, il y a un outil dans ECT qui s'appelle Tâche vidéo. Tâche vidéo, c'est une plateforme qui permet aux étudiants de s'enregistrer. Donc, de parler évidemment à travers la caméra de leur webcam de leur ordinateur. C'est clair qu'il y a des... oups, là, je suis dans Flipgrid. Il y a certains défis aussitôt qu'on ajoute une technologie, comme une technologie de vidéo, comme ça, c'est au niveau de l'accès à l'équipement. Bien, comme tout, finalement. Donc, évidemment, si l'étudiant n'a pas de webcam ou il n'y a pas de micro, etc., il ne sera pas capable de participer à ces activités-là. Donc, c'est des choses à considérer avant qu'on intègre ce genre de choses-là. Mais c'est certain qu'une fois qu'on arrive à intégrer ces outils-là, ça vient chercher un aspect qu'on ne peut pas aller chercher, évidemment, à travers une soumission dans un pigeonnier, par exemple. Donc, on vient chercher vraiment ce que l'étudiant pense. Évidemment, on l'entend parler à travers la capsule. Donc, il y a vraiment des avantages. Puis même, je dirais que c'est même une bonne pratique à continuer à préserver, même suite à cette situation aussi. Donc, c'est certain qu'en ce moment, on s'intéresse à ça parce qu'on n'est pas avec eux, puis on va vouloir les voir et les entendre. Mais même une fois qu'on est de retour là, au collège, je pense que c'est une super bonne idée d'offrir ce genre d'outils-là. Donc, de permettre à l'étudiant de s'exprimer de cette façon-là à travers l'outil pour nous permettre là, d'entendre qu'est-ce qu'il pense, plutôt que toujours demander un texte écrit. Donc, évidemment, je ne parle pas contre les textes écrits, je pense que ça a sa place, c'est super important. Mais il y a des moments, des fois, où de simplement entendre l'idée de l'étudiant peut même nous révéler plus de choses qu'un texte écrit. Puis évidemment, il y a le côté spontané, puis le fait qu'on voit que c'est réellement la personne qui réfléchit et nous donne des idées. Donc, ceci étant dit, c'est un peu l'introduction à tout ça. Et les trois plateformes que je vais vous montrer sont en lien avec ça. Donc, c'est de permettre à l'étudiant de se présenter qu'est-ce qu'il connaît, son projet, etc., à travers une plateforme. Pendant la présentation, on n'est pas un très grand groupe. Vous pouvez soit utiliser le chat ou allumer votre micro. J'ai j'ai mon téléphone ici là, avec le chat, donc si jamais vous avez des questions, je vais m'arrêter évidemment, puis je vais répondre aux questions. Mais tandis qu'on a quand même beaucoup d'outils, je vais essayer de passer à travers tout ça. Et à la fin, s'il me reste un peu de temps, je vais prendre un peu de temps pour les questions. Mais depuis le début de mes webinaires, en général, ils dépassent un peu l'heure. Je suis désolé pour les gens qui doivent quitter à 11 heures. Là. Je vais essayer de le compresser là, dans une heure, mais d'habitude, ça déborde un petit peu. OK, donc ceci étant dit, on va tout de suite rentrer dans les démonstrations. Donc, je vais vous montrer les outils. Puis par la suite, là, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Donc, tâche vidéo, un des avantages de tâche vidéo, c'est qu'il est intégré à ECT. Donc, dans mon expérience, aussitôt qu'on prend un outil et on l'intègre à ECT, en général, les gens ont tendance à plus l'utiliser. Et les étudiants ont moins de misère à se retrouver. Donc, aussitôt qu'on demande à l'étudiant de quitter ECT pour aller ailleurs, il y a un petit peu plus de problèmes. Mais problème, c'est un gros mot, là, mais je veux dire, au niveau de l'accès, les gens préfèrent quand c'est intégré. Donc, ça, c'est un des avantages de tâche vidéo.
Un des désavantages versus l'autre outil que je vais vous montrer, c'est qu'il est un petit peu moins, le mot en anglais c'est snappy, là, donc il est un petit peu moins performant au niveau de la mise en ligne des vidéos. Donc, un petit peu plus d'attente, pas beaucoup. Et l'interface là, est un petit peu moins conviviale. Mais il est intégré à EST au niveau de l'accès, mais aussi au niveau du carnet de notes. Donc, si ça devient un outil qu'on va utiliser dans une situation sommative, là, où on veut vraiment évaluer et noter et calculer cette note-là sur la moyenne de l'étudiant, Tâche vidéo est automatiquement relié au carnet de notes. Évidemment, même si c'est une activité formative, il va être relié au carnet de notes, mais on peut faire en sorte que cet élément de note-là a une pondération de 0. Donc, on peut quand même garder un suivi de qu'est-ce que l'étudiant a fait. Un autre avantage, puis là, à place de juste parler, je vais vous montrer, là, mais c'est que Tâche vidéo permet aussi une évaluation par les pairs. Donc, la vidéo que l'étudiant va faire peut être visionnée par d'autres et appréciée par les autres aussi. Donc, l'outil est dans Outils. Donc, on rentre dans Outils et on va venir descendre ici dans Tâche vidéo. Donc, UCU, Tâche vidéo. Puis en réalité, ça devrait être changé. Le nom de la compagnie a changé à Bongo. Donc, si jamais vous voyez d'autres documentations par rapport à l'outil, on ne verrait plus là, UCU. Là. Ils ont changé leur nom. Donc, je vais essayer de me rappeler de le changer ici dans ST. Donc, une fois qu'on rentre ici, là, vous voyez que l'interface ressemble un peu à une interface Google, mais c'est intégré à ST. Vous voyez que j'ai déjà créé des devoirs ici. Donc, chacun des devoirs, un peu comme les pigeonniers, s'attend à avoir une vidéo par rapport à un thème. Une fois qu'on crée le devoir, on peut mettre une date d'échéance, plein de choses par rapport aux restrictions. Mais qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut aussi déposer une vidéo comme question, donc plutôt comme pour que ça devienne plus comme une conversation. Donc, moi, comme enseignant, je peux créer mon devoir et poser la question de vive voix à l'étudiant à travers une vidéo. Et là, l'étudiant, lui aussi, répond à travers la vidéo. Donc, pour créer un devoir, le gros bouton qui est ici, un peu comme les applications Google. Donc, je vais cliquer ici. Puis là, je vous rappelle, c'est des questions. Des fois, je vais un peu vite, mais juste me laisser savoir. Donc, je clique ici, Ajouter. Vous allez voir qu'il y a seulement un des modes qui est actif. Car par défaut, la plateforme de base gratuite vient avec juste une fonction. Si jamais c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, peut-être le collège serait intéressé d'acheter les autres fonctionnalités qui sont quand même très intéressantes. Là. Mais pour l'instant, on a juste le devoir individuel avec l'évaluation par les pairs. Il est possible, avec la version payante, d'avoir des travaux de groupe. Et une fonction qui est un peu plus comme un forum, question-réponse, qui peut être très intéressant. Et une vidéo interactive. Donc, ça, c'est des choses qui ne sont pas disponibles. Nous autres, on va aller ici dans le devoir individuel. Donc, vous allez voir, l'interface est différente que Cité, mais c'est le même genre d'informations qu'on doit rentrer. Donc, là, je vais juste mettre test 2. Donc, le nom du devoir, la date limite, donc la date d'échéance. Les termes ne sont pas exactement. Donc, la raison pour ça, c'est que c'est intégré à EST, mais en réalité, c'est une plateforme à part. Elle est juste comme visible à travers EST. C'est pour ça que des fois, les interfaces ne sont pas tout à fait pareilles. OK, donc on va dire que la date d'échéance, c'est vendredi. On va dire OK. Au niveau du délai, ça, c'est vraiment l'heure d'échéance. Là, c'est bizarre un peu. Vous allez voir, là, si je veux 4 heures ou 16 heures, il faut que j'amène la petite bulle. Donc, ça, vous allez peut-être cliquer une couple de fois là, avant de trouver la bonne heure. Là, mais ça, on s'habitue rapidement à ça. Donc, on va dire que c'est 17 heures, comme ça. On va dire OK. Au niveau de l'évaluation, il est possible de choisir quel type. Avec la version gratuite, on n'a pas la grille d'évaluation, malheureusement. Donc, si on veut utiliser une grille d'évaluation, il va falloir utiliser les grilles de Cité, mais à part, ou utiliser une grille d'évaluation qui n'est pas nécessairement dans ECT. Donc, ça, c'est un désavantage aussi. Mais tandis que la plupart du temps, jusqu'à présent, l'expérience que j'ai avec ces plateformes-là, c'est plutôt formatif. Les autres moyens ont servi quand même bien. Mais là, on s'enligne peut-être à utiliser ce genre d'outil-là dans un scénario sommatif. Là, donc, ça serait intéressant de l'avoir, mais on ne l'a pas. OK, donc dans ce cas ici, je peux mettre réussite échec ou pourcentage. Je vais mettre pourcentage. Donc, ici, dans les instructions, comme je disais tantôt, il est possible d'activer la caméra et se filmer, à poser la question.
Donc, si je clique ici, je peux enregistrer une vidéo. C'est important à noter que cette application-là fonctionne beaucoup mieux avec Google Chrome. Donc, si on est pour utiliser soit Tâche Vidéo ou même Flipgrid, en général, des plateformes de ce type-là, en ligne, fonctionnent super bien avec Chrome. Donc, moi, la première recommandation que je ferai à mes étudiants, c'est d'installer Google Chrome sur leur ordinateur. Même ECT, là, ECT fonctionne super bien avec Google Chrome, donc c'est bon de l'avoir. Donc, ceci étant dit, on clique ici « Enregistrer la vidéo ». Là, il active l'enregistreur. C'est strictement à travers le web, là, donc ça l'apparaît directement ici. Une petite affaire qui est bizarre, que j'ai remarqué ce matin, c'est que l'enregistreur ne s'active pas jusqu'à temps qu'il entende l'audio. Donc là, ça s'est activé automatiquement quand je parlais, mais une des fois que j'ai activé l'enregistreur, j'étais assis là, puis j'attendais qu'il s'active. Puis là, jusqu'à temps que je parle, ça a pris un certain temps, je pensais qu'il y avait un problème. Mais en réalité, il n'y a pas de problème, c'est juste qu'il y a temps d'avoir de l'audio pour démarrer, si on veut, là, ou activer l'enregistreur. Une fois qu'il est comme ça, donc là, on peut enregistrer une vidéo. Puis ça va être la même procédure pour l'étudiant. Donc, l'étudiant qui va enregistrer sa vidéo, ça va être pareil comme ça. Donc là, je vais arrêter l'enregistrement. Je peux vérifier l'enregistrement, voir si c'est ça que je voulais dire vraiment, et la sauvegarder. C'est ici que vous allez voir, c'est un petit peu plus lent qu'une autre plateforme comme par exemple Flipgrid. Ça va prendre 1 minute ou 2 avant que ça apparaisse ici. Il faut mettre des instructions écrites. Donc, même si on pose la question de vive voix, on va mettre les instructions comme ça. Et l'évaluation par les pairs. Je vais choisir ici, est-ce qu'on veut demander aux étudiants d'aller voir au moins un certain nombre d'autres étudiants ou non. Donc, je pourrais le désactiver. Puis, on peut décider combien. Donc, dans ce cas-ci, je vais le désactiver. C'est aussi simple que ça. Donc là, je vais enregistrer. Le devoir a été créé. Une autre petite note importante avec cet outil ici, c'est que l'étudiant ne peut pas aller le trouver à travers l'outil, à travers outil tâche vidéo. Il faut l'inclure dans le contenu du cours. Puis, en passant, c'est une bonne pratique pour tous les autres outils même. Donc, normalement, quand les gens créent un pigeonnier ou d'autres choses, je recommande d'ajouter des liens vers ces choses-là dans le contenu, qui est la même chose ici, mais la différence ici, c'est que pour cet outil-là, il faut le faire. Donc, l'étudiant doit passer par le contenu pour y accéder. Donc, ça, c'est comme un petit astérix, là. Donc, pour faire ça, je rentre dans le contenu. Le module, tâche vidéo. Et comme les autres outils dans ST, on va inclure l'activité. On ne veut pas cliquer sur « Nouveau » ici, on veut l'inclure. Et on peut rentrer dans tâche vidéo, qui est ici. Là, les différentes tâches qui sont disponibles vont apparaître ici. Puis, on peut même le créer ici. Donc, si vous voulez, vous autres, là, comme workflow, de rentrer directement dans le contenu pour le créer, si on clique là, ça nous ramène à la fenêtre qu'on vient juste de voir tantôt, là. Donc, mais qu'est-ce que je vais faire, moi, ici, c'est cliquer sur l'activité qui m'intéresse. Donc, je vais cliquer ici. Puis, vous allez voir, ça s'ajoute dans le contenu du cours. Donc, je vais juste aller emprunter l'identité d'un étudiant test pour vous montrer qu'est-ce que ça a l'air pour l'étudiant. Puis, par la suite, je vais revenir comme prof. Donc, je vais aller chercher mon étudiant test. Et je vais aller dans le contenu. Comme je disais tantôt, il ne peut pas passer par l'outil pour le trouver. Donc là, on voit que celui-là est prêt. Je vais cliquer sur celui-là parce que lui, il est peut-être encore en train de se faire traiter par la plateforme. C'est un petit peu comme YouTube. Donc, quand on met une vidéo dans la plateforme, ça prend un certain temps avant qu'elle soit disponible. Donc, c'est quelques minutes d'habitude. Mais là, tandis qu'on est live, là, je ne veux pas prendre de risque ici. Donc, mais c'est bon à savoir, autant pour vous que les étudiants, quand ils mettent ou quand vous mettez une vidéo dans la plateforme, ça peut prendre quelques minutes avant qu'elle apparaisse. Je vais prendre celle-là. Donc, ça, c'est qu'est-ce que l'étudiant voit. Il voit la vidéo de vous, si vous avez créé une vidéo. Il voit la date d'échéance et les instructions. Pour ajouter une vidéo, c'est un peu comme on a fait. Donc, ici, on a une couple d'options. Des choses que je ne recommande pas nécessairement. Là. Donc, il y a des choses qu'on peut faire, par exemple, avec des fichiers. On peut relier des fichiers.
Mais là, on a déjà le pigeonnier. Donc, je ne voudrais pas que ça devienne une source de confusion pour les étudiants, là, de savoir où est-ce qu'on remet le fichier au prof, où est-ce que je remets mes liens, où est-ce que je remets mes autres choses. Donc, ma recommandation, ça serait d'utiliser l'outil juste pour les vidéos, pas pour les autres fichiers. Puis demander aux étudiants, si on a des fichiers à remettre, de le remettre à travers le pigeonnier comme d'habitude. Mais, ceci étant dit, c'est à vous de choisir, là. Il est possible de demander à l'étudiant de remettre aussi des fichiers à travers cette plateforme-là. Mais pour l'exemple, ici, je vais faire une vidéo. Donc, l'étudiant clique ici sur vidéo, puis un peu comme nous, il va cliquer sur enregistrer et activer l'enregistreur. Donc là, quand il clique, il va enregistrer sa vidéo. Donc là, ici, évidemment, il se fait simplement filmer par la webcam. Donc là, il parle de son sujet, il s'est préparé en avance, évidemment. Donc, évidemment, il y a plein de situations où on va vouloir utiliser ce type d'outil-là. Donc, il y a des gens qui vont l'utiliser plus pour des présentations orales, là, plus formelles, où l'étudiant doit présenter un sujet, puis savoir préparer, puis tout ça, mais qui est bien. Mais moi, je recommande aussi de l'utiliser dans des situations plus informelles. Donc, déjà, poser une question ouverte. On a vu tel sujet aujourd'hui. Parlez-moi 2 minutes de qu'est-ce qui s'est passé, comment vous trouvez ça, vous autres. Donc, encore, là, ça remplace un petit peu l'interaction qu'on aurait peut-être en classe avec les étudiants. Donc, ça nous permet d'entendre la voix de chacun, que même en classe, des fois, on n'a pas la chance d'entendre. Donc, c'est ça. Donc, la recommandation ici, c'est d'utiliser dans un contexte un petit peu plus informel pour les entendre parler. C'est ça la force d'une plateforme comme celle-là. D'autres exemples, puis là, j'enregistre, simulation d'entrevue. Donc, il y a des gens qui vont utiliser ça comme ça. Forum de discussion. Commentaires suite à une présentation ou un invité dans le groupe. Réflexion par rapport au contenu discuté en classe, remplacer une présentation orale par ce genre de choses-là, évidemment. Donc, juste arrêter l'enregistrement et la sauvegarder. Donc, tout ça que je viens de dire, évidemment, ça s'est ajouté à cet enregistrement-là. Vous voyez que c'est en train de traiter. Donc, ça prend un certain temps. Pendant que ça se passe, je vais parler un petit peu des enjeux aussi, qu'il y en a. On a parlé au début des enjeux technologiques au niveau de la webcam et tout. L'autre chose que vous allez peut-être rencontrer, sûrement, c'est que ce n'est pas tous les étudiants qui aiment ça se faire filmer. Donc, ça ne leur dérange pas de parler, mais de se faire filmer, ils n'aiment pas trop ça, puis d'envoyer ça dans la plateforme. Donc, des façons de contourner ça, il y a des gens qui ont juste caché la caméra. Ou une solution quand même intéressante qu'une étudiante a faite d'elle-même, c'est qu'elle a filmé plutôt un tableau blanc, ou même ça pourrait être une feuille. Après, même juste montrer des diagrammes. Donc, tout dépendant, c'est qu'est-ce qu'elle va expliquer, évidemment, à la personne. Mais donc, dans mon cas, elle avait filmé un tableau blanc, puis là, elle sketchait des diagrammes, puis elle écrivait des mots selon qu'est-ce qu'elle disait pour alimenter un petit peu la vidéo, plutôt que de se faire filmer. Donc, il y a des solutions pour les gens qui ne veulent pas se faire filmer. Mais encore là, tout dépendant du contexte. Là, des fois, il faut voir le visage. Là, donc, ça risque d'être un enjeu. Donc là, vous voyez, ça a pris quoi? À peu près 1 minute et demie à peu près là, pour se faire traiter. Donc, pour l'ajouter à la soumission, l'étudiant clique sur l'étoile qui est là. Donc, encore là, c'est un workflow qui est un petit peu différent. Là, il va me faire mentir. Là, je vais juste rafraîchir la page. Dans ce cas-ci, j'avais déjà fait quelques envois. Je me demande si c'est pour ça qu'il ne me permet pas. Non, il n'est pas encore prêt. Là. Ah, OK, parce que j'ai déjà une vidéo. Tu vois, oups. Donc, c'est bon. C'est bon à savoir. Je n'étais pas au courant. Donc, il peut seulement avoir une vidéo dans l'envoi. Donc, on ne peut pas avoir plus qu'une vidéo. Donc, je vais enlever ma vidéo, puis là, je vais en ajouter une autre. Donc là, l'étudiant doit cliquer sur la petite étoile pour l'ajouter à l'envoi. C'est certain que c'est pas mal différent que le pigeonnier. Donc, ici, mon intention, c'est de faire des capsules pendant l'été pour montrer comment faire. Mais aussi, le meilleur coach là-dedans, c'est vous. Donc, si vous expérimentez la plateforme, vous savez exactement comment elle fonctionne. Donc, ça va être plus facile pour vous de transmettre cette info-là à vos étudiants si jamais vous l'utilisez. OK, donc là, je mets en étoile pour l'ajouter à l'envoi et je l'envoie ici. Donc là, j'ai été envoyé ma vidéo. C'est à noter aussi que si vous utilisez la fonctionnalité
l'évaluation par les pairs, ça peut seulement être possible après qu'il a envoyé sa vidéo. Donc, il envoie sa vidéo, ensuite, il peut voir la vidéo des autres. Donc, juste pour terminer avec tâche vidéo, je vois que le temps avance, je vais vous montrer que ça a l'air du point de vue de l'enseignant. Comme là, on vient juste de faire la soumission. Là, je redeviens enseignant. Je viens cliquer ici sur tâche vidéo. Là, on voit les différents sujets que j'ai créés. Je ne suis pas certain, c'est celui-là. Pour voir les soumissions des étudiants, on va dans les actions qui sont là. Et on va aller chercher le relevé de notes. Encore là, le choix de mots, ça peut être mélangeant des fois. Là. Puis là, on voit que étudiant test, c'est lui qui vient de faire sa soumission. Je vais aller voir son devoir. OK, donc là, on voit la vidéo. On peut la faire jouer ici. Voici ma soumission pour le travail. Et qu'est-ce qui est intéressant ici au niveau du commentaire, c'est quand j'arrête la vidéo et je dépose un commentaire, le commentaire est vraiment là, au moment dans la vidéo. Donc, ça dit qu'à 3 secondes, Philippe Dinac a fait ce commentaire-là. Donc, ça, c'est intéressant aussi, à cause que plutôt que juste mettre des commentaires généraux, on peut dire vraiment des commentaires par rapport à où on est positionné dans la vidéo. Donc là, l'étudiant peut voir, OK, à cet endroit-là, j'ai fait telle chose, je devrais peut-être corriger ça la prochaine fois. Et une fois qu'on donne une note, dans ce cas ici, c'était réussite-échec. Donc là, je pourrais mettre réussite, l'étudiant aurait 100% ou 100 points par rapport à cette activité-là. Puis là, quand j'enregistre, ça s'ajoute au carnet de notes. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai perdu un peu le fil ici, là, mais je me demandais s'il y avait des questions par rapport à cet outil-là, avant de passer à Flipgrid. C'est bon. OK, donc, tâche vidéo, je vous recommande d'aller explorer et de jouer avec ça. Encore les avantages ici versus la prochaine, merci Martine. L'autre outil que je vais proposer, c'est l'intégration dans le site, un peu plus formel. On peut mettre des commentaires tagués par seconde et l'évaluation par les pairs. OK, l'autre chose que je veux vous montrer, c'est Screencastify. Là, je ne vais pas prendre trop de temps, parce que ce n'était pas prévu, là, mais je voulais quand même faire une petite parenthèse. Screencastify, c'est pour les gens qui connaissent Screencast-O-Matic, ça ressemble beaucoup à Screencast-O-Matic. La différence ici, c'est que l'application est en ligne. Donc, c'est rattaché à Google Chrome, encore une fois. Donc, là, si vous voulez utiliser cet outil-là, il faut demander aux étudiants de télécharger Google Chrome. Screencastify permet d'enregistrer l'écran, d'enregistrer la webcam. Donc, si vous voulez demander à vos étudiants de faire une présentation avec un support visuel, un PowerPoint ou autre, c'est là qu'une plateforme comme Screencastify pourrait être utile. La raison que je l'ai choisi, c'est qu'il est relié automatiquement avec les comptes Google. Donc, l'étudiant qui a un compte à la Cité a aussi un compte Google, donc il peut se brancher automatiquement à Screencastify. Je vais juste répondre à la question de Marlena. Est-ce qu'il y a une limite de temps pour les vidéos? Pour tâches vidéo, je n'ai pas atteint la limite. Donc, je pense que c'est un avantage aussi de tâches vidéo, c'est qu'il y a pas mal plus de temps. Pour Screencastify, c'est 5 minutes. Donc, 5 minutes par vidéo, mais l'étudiant peut en faire plusieurs. Si jamais c'est une présentation de 15 minutes, là, il pourra le faire en bloc puis soumettre en bloc. C'est certain que pour avoir plus de minutes, il faut payer, mais on ne veut pas demander à nos étudiants de payer. OK, donc pour installer rapidement ici Screencastify, c'est une extension à Chrome. Donc, c'est une application qui s'ajoute à Chrome. Si vous êtes familier là, avec les petits boutons qui sont ici, là, vous avez déjà travaillé avec des extensions Chrome. C'est essentiellement des petites applications là, intégrées. Donc là, moi, je vais ajouter Screencastify. Je vais faire juste une mini démonstration de ce que ça pourrait avoir l'air pour les étudiants. Donc, une fois qu'on l'ajoute, moi, j'étais déjà branché à mon compte Google, donc ça s'est fait automatique. Il y a des chances que l'étudiant qui le fait la première fois, il va falloir qu'il rentre son courriel de la Cité, son mot de passe. Mais moi, mon Chrome était déjà branché. Vous voyez mon petit visage ici. Là. OK, donc pour faire un enregistrement, sign in. With Google.
Encore là, moi, il a détecté mon compte, mais ça se peut là, que l'étudiant doit rentrer son courriel aussi à ce moment-là. Donc là, il me demande est-ce qu'il a le droit de prendre la caméra et tout ça. On dit oui. Là, that's it. Donc, vraiment, vous avez vu, c'est à peu près 3 clics pour me permettre d'avoir accès à l'outil. Il est maintenant installé dans Chrome. Donc, quand je clique sur le bouton Maintenant, là, on voit les options pour l'enregistrement. Un peu comme Screencast-O-Matic. Donc, on peut soit faire le desktop, juste un tab en français, je ne sais pas c'est quoi, là, une des pages sur mon furteur ou la webcam seulement. Dans ce cas-ci, probablement, vous allez vouloir choisir le mode desktop avec le webcam. Donc, là, on peut voir l'étudiant, on peut voir sa présentation et voir le tout. Là. Donc, encore là, je suis en mode étudiant, je pèse sur Record. Donc là, à partir de ce temps-là, l'étudiant peut partager. Donc là, tout l'écran est enregistré. Donc, c'est en train d'enregistrer mon écran. Donc là, l'étudiant pourra avoir une PowerPoint ouverte, quelque chose comme ça, présenter son sujet, évidemment, à l'intérieur de 5 minutes. Il y a même des outils d'annotation qui sont quand même le fun. Je n'ai pas beaucoup joué avec, mais je vous recommande d'aller voir. Là, on arrête le partage. Vous allez voir la raison pourquoi j'ai choisi cet outil-ci. C'est au niveau de la facilité du partage, surtout quand on ne veut pas faire de l'édition. Tu sais, comme Screencast-O-Matic, pour les gens qui utilisent, oui, c'est facile de partager, mais au niveau de l'édition, il y a quand même pas mal d'outils qu'on peut éditer, couper, faire plein de choses. Ici, on n'a pas ces choses-là. Donc, la seule édition qu'on peut faire, c'est de décider de couper un petit peu avant et à la fin. Donc, on peut, si l'étudiant est encore en train de placer ses fenêtres au début de la vidéo, on pourrait couper ces premières secondes-là et sauvegarder ça. Je ne pensais pas que ça pourrait être long. Puis là, qu'est-ce qu'il fait qui est vraiment le fun ici, c'est qu'il crée automatiquement un lien Google. En réalité, la vidéo est déjà sur Google. Screencastify, comment il fonctionne? Lui, c'est à mesure que tu enregistres, aussitôt que la vidéo est terminée, il dépose la vidéo sur Google et il génère un lien. Donc là, ça pourrait être aussi simple de cliquer ici sur copier le lien, aller dans un pigeonnier et déposer le lien là, dans les commentaires ou envoyer un courriel ou n'importe quoi. Donc, juste pour vous montrer, là, si je rentre dans une autre fenêtre, là, je colle le lien. Donc, ça nous amène directement à la vidéo. Donc là, on pourrait récupérer les vidéos des étudiants comme ça. Encore là, comme tantôt, ça prend une couple de secondes à cause que la vidéo vient juste d'embarquer dans Google, donc ça prend un peu de temps là, au niveau du traitement. Mais là, vous voyez que la vidéo est disponible ici. Désavantage ici versus l'autre, c'est que là, on n'a pas tous les outils de tracking qu'on avait. On ne peut pas évaluer puis avoir les résultats transférés sur le carnet de notes automatiquement. Donc, il va falloir utiliser un pigeonnier en conjonction, si on veut, avec cet outil-là. Donc, je ne ferai pas jouer la vidéo parce que vous êtes encore en train de spinner, mais vous voyez qu'est-ce qui est possible. Donc, ça, c'est une autre petite parenthèse que je voulais ajouter, que je pense que ça pourrait être un outil là, hyper simple pour permettre à nos étudiants de faire des présentations. Donc, plus que juste enregistrer leur voix et leur visage, d'enregistrer l'écran et tout. Est-ce que c'est mieux que YouTube? Pas nécessairement, mais c'est différent. Ici, l'avantage, c'est que l'enregistrement se fait en même temps ou à la même place. Là. Donc, l'étudiant enregistre son écran, est déjà dans Google, puis il peut tout de suite partager le lien. Tandis que s'il le fait avec YouTube, il va falloir qu'il enregistre l'écran avec une plateforme, le télécharge sur l'ordinateur et le mette sur YouTube. À moins que je me trompe, là, à moins que YouTube m'a ajouté des fonctionnalités de capture d'écran que je ne connais pas. Mais à ma connaissance, il faudrait créer la vidéo avec quelque chose et ensuite la mettre sur YouTube pour la partager. Il pourrait même la partager directement ici sur YouTube, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, si on veut le garder au plus simple possible, ce serait de faire la vidéo, prendre le lien qui est là et l'envoyer à l'enseignant. Mais il est possible aussi d'utiliser ces autres options-là. OK, donc il peut downloader et faire plein de choses. Donc, je ne veux pas prendre trop de temps là-dessus. Une plateforme hyper intéressante, là, puis je suis prêt à vous aider si jamais ça vous tente d'explorer ça un peu plus. OK, donc là, on va passer à Flipgrid.
Flipgrid, c'est une autre plateforme vidéo. Il y a des avantages à Flipgrid par rapport aux deux autres. C'est qu'il est très convivial. Il ressemble un petit peu à... Moi, j'aime le comparer un peu à un Kahoot, dans le sens qu'on crée des activités, l'étudiant peut y avoir accès avec un lien. Il y a une application mobile qui est vraiment facile à utiliser. Donc, l'étudiant, à travers l'application mobile, clique sur le bouton, il s'enregistre tout de suite, puis automatiquement, on reçoit cette vidéo-là. Donc, il y a quelque chose de vraiment intéressant là. Puis l'autre avantage, qui peut être un avantage, c'est tout dépendant comment on va configurer l'activité, tous les étudiants peuvent voir les vidéos des autres ou non. Donc, si ça devient un forum de discussion, puis on veut que les étudiants voient un peu les opinions des autres, là, on pourrait créer une activité qui fait en sorte que tout le monde voit tout, ou on pourrait agir comme modérateur. Donc, faire en sorte que, par défaut, les vidéos sont cachées, et si on veut les rendre disponibles, là, on les rend disponibles. Donc, il y a cette flexibilité-là qui est intéressante aussi. Donc, c'est une plateforme qui est gratuite. C'est appartenu par Microsoft. Donc, il n'y a pas vraiment de limite au niveau de qu'est-ce qu'on peut faire avec. Je ne sais pas pourquoi. Souvent, les plateformes ont une version gratuite et une version payante. Celui-ci, c'est entièrement gratuit. C'est un produit Microsoft. La limite de temps, je vais rentrer là-dedans dans une petite seconde. Oui, il y en a une, mais je pense qu'ils l'ont augmenté à 10 minutes. Mais on va regarder ça live, là, comme je crée l'activité. Donc, le concept dans Flipgrid, c'est qu'il y a des grids. Donc, des grids, ça peut être considéré comme un groupe ou une section d'un cours. Et à l'intérieur d'un grid, on peut avoir tous nos différents sujets. Donc, on l'organise à 2 niveaux. Donc là, moi, j'ai déjà créé un grid pour notre formation d'aujourd'hui. Et à l'intérieur, j'ai déjà un sujet. Je pourrais avoir plus qu'un sujet. L'avantage de l'organiser de cette façon-là, c'est que l'étudiant peut se brancher une fois au grid, puis à chaque fois qu'il y a des nouveaux sujets, il va automatiquement les voir apparaître dans leur téléphone ou dans leur compte. Donc, pas besoin de continuellement leur envoyer une invitation. Donc, ça, c'est comme un avantage. Je vais créer un grid de 0, juste pour vous montrer les options. Il y a une couple d'options qui sont importantes, donc ça vaut la peine. Donc, pour faire un grid, c'est ici. En pensant aussi, la plateforme est seulement en anglais. Donc, évidemment, on peut mettre notre texte en français, toutes ces choses-là, mais l'interface de l'outil est en anglais seulement. Et donc, Add New Grid. Donc là, on lui donne un nom. Là, je vais l'appeler section 10. Là. Mais ce n'est pas nécessaire. On pourrait mettre tous nos étudiants dans un groupe. Ce n'est pas nécessaire de les diviser comme ça. Là. Ici, au niveau de l'accès, il y a 3 différents choix. Le choix que je recommande, c'est le premier. Donc, une fois que l'étudiant reçoit le lien et clique sur le lien pour accéder à l'activité, il doit se brancher avec son compte Google. Puis son compte Google, on le sait que c'est rattaché à leur courriel de la cité. Donc là, si on choisit le premier et l'étudiant n'a pas un courriel de la cité, il ne pourrait pas se brancher. Donc, il ne peut pas utiliser un autre compte Google. Il faut vraiment que ça soit un compte Google la cité pour rentrer dans l'activité. Le deuxième, c'est intéressant aussi, mais là, ça demande plus de travail pour vous. Vous devez créer vos propres listes de classes et l'étudiant peut seulement rentrer s'il y a un accès là, que vous avez créé dans l'activité. Donc ça donne plus de trouble à vous. Et le troisième, c'est wide open. Je ne le recommande pas nécessairement dans notre contexte. Donc, pas le troisième choix. On peut personnaliser le grid, donc le code qui est associé à notre groupe. Souvent, je vais prendre celui qui est là par défaut, mais si vous voulez le simplifier, vous pouvez. Okay, dans cette question ici, il demande, c'est quel courriel finalement a accès à se brancher à ton grid. Donc, par défaut, il a reconnu mon courriel, donc il l'a ajouté. Mais ici, ça va être important d'ajouter collègelacite.ca parce que ça, c'est le courriel que les étudiants vont utiliser. Même si nous, par défaut, c'est celui-là, les étudiants, c'est collègelacite.ca. Donc, il faut l'ajouter comme choix. Sinon, l'étudiant va rentrer, il va rentrer tous ses codes comme d'habitude, mais il va frapper un mur. Là, ça veut dire que votre courriel n'est pas autorisé de rentrer dans cette activité-là. Donc là, un petit message qui nous dit « Tout est beau ». Donc là, notre classe est prête, mais on n'a pas encore d'activité. On a juste un espace là, où on peut créer des activités. Par défaut, il nous propose une activité de base. Moi, la plupart du temps, je l'enlève tout de suite parce qu'elle est en anglais, puis ça répond pas à aucun besoin que j'ai, là, mais peut-être pour vous, vous voulez la garder. Donc moi, je vais juste faire « Delete topic ». Oui, je vais me débarrasser. Donc là, j'ai rien. J'ai un grid sans sujet.
Laissez-moi savoir si je vais vite. Là. Des fois, je vais un petit vite à travers les différentes options. Là, mais... Donc, add topic, un premier sujet. Il y a des gens qui ont organisé ça de différentes façons. Comme par exemple, il y a des gens qui l'ont utilisé comme un genre de journal de bord. Donc, à chaque semaine, l'étudiant a déposé une vidéo. Donc là, ça serait peut-être un sujet par semaine. Ou si ça peut être utilisé dans un contexte où, par exemple, après chaque cours, je veux que les étudiants me parlent 2 minutes de qu'est-ce qu'ils ont compris puis qu'est-ce qu'ils ont encore un peu de misère. Donc, il y a des profs qui l'utilisent comme ça. C'est très, très utile d'entendre parler chacun des étudiants pour 30 secondes, par exemple, là, sur qu'est-ce qu'ils ont compris. Donc là, on pourrait créer un sujet par semaine. Ça peut être divisé par sujet de votre cours aussi, donc vraiment spécifique à un thème que vous avez vu en classe. Donc, c'est à vous d'être créatif là, par rapport à ça, mais il y a plein d'options qu'on peut faire. Donc là, ici, je vais ajouter un sujet. Test 1. Donc là, on peut mettre du texte aussi qui est rattaché. Au niveau du maximum de temps, pour revenir à la question à Marlena, anciennement, c'était 5 minutes, mais depuis la COVID, ils ont augmenté ça à 10. Donc, ils ont vu, je pense, qu'il y avait un besoin pour plus de temps. Mais le maximum, c'est 10. Mais je pense qu'il faut le considérer que ça fait partie de la stratégie ici, la durée de la vidéo. Donc, si on veut que l'étudiant ait juste quelques minutes pour réfléchir à un sujet, ou on veut qu'il synthétise un sujet qui est plus complexe dans 1 minute, là, ça devient intéressant de le mettre plus court. Mais si c'est une présentation orale, puis on ne sait pas trop dans quelle direction ça va aller, là, on va aller avec plus de temps. Mais c'est ça. Donc, si c'est une question là, qui requiert juste vraiment une petite synthèse d'un sujet, je recommande vraiment d'explorer les temps plus courts. Ça va être peut-être frustrant pour l'étudiant les premières fois, mais là, il va falloir qu'il repense un peu à son message pour être capable de le passer dans 1 minute et demie ou 2 minutes. Je vois qu'il y a une question. Dans un grid, tu peux faire des activités pour chacune de tes sections d'un cours. Oui, mais si l'étudiant a accès au grid au complet, il va avoir accès aux différents sujets. Mais si on utilise le mode modération, c'est pas grave, il ne va rien voir. Donc, je ne sais pas si ça mélange les gens plus que d'autres choses, mais oui, pour répondre à la question à Martine, il serait possible de mettre différents sujets pour chacune des sections. Pour revenir aux options, oui, on choisit le temps. Ensuite, modération. Ça, c'est très important si on ne veut pas que les autres étudiants voient les vidéos des autres. Okay? Donc, par défaut, il est désactivé. Ce qui veut donc dire que l'étudiant qui rentre sur l'activité voit toutes les autres vidéos. Quand on active modération, les vidéos sont seulement visibles à vous comme enseignant. Évidemment, par la suite, si on veut prendre une réponse comme exemple, puis l'étudiant est en accord, on pourrait la rendre visible aux autres à travers l'outil, mais par défaut, sont cachés. On peut rattacher d'autres éléments à notre activité. Donc, si on veut que les étudiants, par exemple, consultent une vidéo, fassent un caout avant de commencer. Donc, vous voyez, là, il y a plein de liens. Puis, capotez pas quand vous voyez ça. Ce n'est pas nécessaire, mais ça peut être un ajout intéressant. Donc, d'acheter même un GIF puis des emojis, puis des choses le fun de même. C'est quand même une plateforme qui, originellement, a été développée pour K12, donc, tu sais, élémentaire, secondaire. Mais que, tu sais, collégial, universitaire, on l'utilise aussi, là, mais c'est pour ça que vous voyez des affaires un petit peu plus ludiques, plus le fun, là, parce que souvent, c'est pour des plus jeunes aussi. OK, donc ici, c'est ça, on peut rattacher d'autres éléments à notre activité, mais sinon, on peut simplement faire « Create a Topic ». Je vais rapidement regarder les autres options, parce qu'il y a quand même des options avancées, si on veut. Donc, au niveau de l'expiration, donc on peut faire en sorte que l'activité est disponible à partir d'aujourd'hui, mais qu'il y a qu'est-ce qu'on appelle un freeze date à partir d'un certain temps. Freeze date veut dire que l'étudiant, s'il a accès à voir les vidéos, va encore les voir, mais ne sera plus capable d'ajouter des vidéos. Donc, c'est ça un freeze date. Donc, on peut choisir ça comme ça. Mais par défaut, il commence le jour où on crée l'activité et il n'y a pas de fin. Donc, évidemment, est-ce que c'est actif ou non? C'est un peu comme visible, non visible dans un cité. Là, il y a plein d'autres petites choses le fun là, par rapport au selfie. Vous allez voir que quand l'étudiant crée une vidéo, par défaut, il rattache à sa vidéo une selfie, donc une photo de lui-même. Qu'est-ce qui est le fun? C'est quand on regarde notre grid, on voit les visages des étudiants, donc surtout à distance, on ne va pas avoir plein d'occasions de les voir. Donc, on les voit comme ça. Et c'est plutôt que lire le nom, là, on voit les visages, on clique sur le visage, puis on entend leur vidéo. Donc, la selfie est le fun.
Puis là, il y a d'autres choses. Là, je ne passerai pas à travers tous les outils. Le video editing, ça, c'est relativement récent qu'ils ont ajouté ça. Ça, c'est intéressant. Où l'utilisant peut faire une première petite vidéo, enlever des bouts, en ajouter d'autres. Donc, il est capable de le faire en 3 petits clips, là, puis ajouter tout ça comme une vidéo. Au niveau des rétroactions, il est possible d'utiliser la plateforme pour renvoyer nos rétroactions. Par défaut, il y a un basic feedback qui est là. Ce n'est pas nécessaire de l'utiliser. On peut même le désactiver. Ou non, excuse-moi, on ne peut pas le désactiver. Donc, de base, il y a ça. Mais si on va dans Custom Feedback, là, oui, on peut personnaliser nos critères. Encore là, ce n'est pas rattaché à ECT. Donc, c'est côté sommatif, d'avoir un lien direct avec les grilles et le carnet de notes. Ce n'est pas possible. Mais ça peut être intéressant ici d'avoir quelques points là, à utiliser au niveau de l'appréciation de la soumission. Donc, on peut créer nos critères ici et les utiliser lors de la rétroaction. Puis on peut en ajouter plein. Donc là, je vais créer ce sujet-là. All set. La question, c'est est-ce qu'un outil intéressant pour une évaluation comme un examen oral? Oui, ça pourrait être très, très bien. Un peu comme tâche vidéo que j'ai montré tantôt dans SCT. L'utilisant pourrait passer à travers la plateforme, faire sa soumission. Puis je pense qu'il y a même des gens sur l'appel qui l'ont utilisé dans ce contexte-là, je pense, si je me rappelle bien. Ça fonctionne très bien. La seule chose que je vous dirais, c'est vraiment une évaluation ou une activité qui est notée, là, de faire plusieurs tests ou plusieurs essais avant d'arriver à cette journée-là. Parce que si on ajoute l'élément stress d'une nouvelle plateforme le jour même d'une évaluation, ce n'est pas juste pour l'étudiant. Donc, moi, je recommande de l'utiliser. Si on est pour l'utiliser comme évaluation sommative, on l'a déjà utilisé à quelques reprises pendant la session pour permettre à l'étudiant de s'apprivoiser l'outil. Mais moi, je pense que oui, ça pourrait être utilisé. OK, donc, petite couple de petites choses. Pour le partager, on peut partager le lien ici. Pour les gens qui utilisent Remind ou même Teams. Donc, puis là, je le vois ici, puis je ne l'ai jamais testé. Donc, vous allez le tester, vous, là, mais moi, je n'ai pas encore eu la chance de le faire. Mais j'imagine qu'on peut le publier directement dans un canal dans notre Teams. Mais je n'ai pas encore essayé ça. Donc, si on copie le lien, l'utilisant va être capable de cliquer sur le lien et se brancher simplement à travers la plateforme. Puis, qu'est-ce que j'ai l'intention de faire pour les prochains 10-15 minutes? C'est vous donner l'occasion d'aller, les gens qui veulent. Donc, je vais déposer ça dans le chat, cliquez dessus, vivez un peu l'expérience comme vous êtes des étudiants. Et après ça, ben, pendant que ça se passe, je pourrais aussi répondre à des questions. Donc, je vais copier ça. Oh, petite chose à ajouter. Je ne veux pas oublier rien, là. Donc, pendant que je retourne en arrière ici, au niveau du grid, il est possible d'ajouter des copilotes. Donc, ajouter un autre prof. Donc, si vous partagez un même cours, vous voulez vous partager la tâche d'aller voir les vidéos, il est possible d'ajouter un copilote. Donc, ça, c'est comme un collaborateur là, pour les gens qui utilisent Google ou d'autres choses. C'est la même chose qu'ajouter un collaborateur sur le grid. Donc, ils vont avoir accès au grid et les soumissions. OK. Donc, je vais vous partager ce lien-là. Si ça vous tente d'aller vivre cette expérience-là, il faut que je trouve le bon ici. Là. Come on. Donc, vous pouvez cliquer sur ce lien-là. Ça s'intègre à Teams aussi, comme vous avez peut-être vu dans la fenêtre juste avant. Donc, il est possible de l'ajouter comme outil directement dans Teams. Je ne l'ai pas encore assez exploré pour vous montrer comment, mais ça devrait être assez simple. Donc, on pourrait même tout le faire à l'intérieur de Teams. Donc, cliquez sur le lien. Moi, je vais arrêter de partager mon écran. Si vous avez des questions, il est le temps. C'est une plateforme. Les seuls défis qu'on a eus avec cette plateforme-là, encore là, c'est les mêmes défis que tantôt. La personne qui ne veut pas nécessairement se filmer. Donc, ça, vous allez sûrement voir ce genre de commentaires-là. Niveau technologique, en temps normal, les gens qui ont des iPhones, c'est pas à cause que j'aime beaucoup Apple, là, un petit peu, mais les gens qui ont des iPhones, quand ils font l'installation de l'application, ça s'installe très, très facilement. Les gens qui ont des Android, on dirait qu'il y a comme 2 étapes de plus
où le téléphone il veut comme synchroniser avec le compte de l'assisté. Puis là, ça prend, des fois, c'est un embûche pour certains là, où ils se questionnent sur la synchronisation avec le téléphone. Donc, c'est peut-être un enjeu. Il n'est pas grand, là, mais pour les gens qui sont un peu moins techy, ils vont rentrer dans Flipgrid la première fois, puis le téléphone va poser une question, puis là, ils vont arrêter là, parce qu'ils ne se sentent pas confortables. Mais si vous le faites, comme je vous dis, une première fois, peut-être une activité plus pour le plaisir. Puis même, ça pourrait être un outil très le fun là, pour un brise-glace en début de session. Si vous êtes strictement à distance, là, avoir un outil comme ça où on peut jaser à travers la plateforme, ça pourrait être le fun. C'est tout ça pour dire que ça vaut la peine de le faire une couple de fois avant pour s'assurer que ces petits pépins-là là, sont enlevés pour quand on va vraiment présenter des activités à travers Flipgrid. OK, donc, je ne sais pas, oui, product placement. Je suis un fanboy, là, c'est certain, à Apple. Mais c'est vrai que ça va bien. Pour les gens qui ont des Apple, ils vont tous confirmer que ça va bien. Donc, je vais aller voir. Je vais voir s'il y a des gens qui ont fait des petites soumissions. Quelqu'un qui veut se porter volontaire de faire une soumission dans mon grid. Juste pour qu'on voit que ça a l'air. Sinon, je peux le faire moi aussi là, à travers la vue étudiante. OK, quelqu'un est en train de le faire. Moi aussi, je vais aller en faire un. Donc, j'ai fait Share. Là, je vais faire comme si j'étais un étudiant. Je vais me brancher un compte étudiant que j'ai accès. Là. Donc, l'étudiant va voir ça. Il se branche avec son compte Google. Là, je l'avais déjà fait avant, là, en test. Donc, ça, c'est un étudiant test qu'on a accès. Essentiellement, c'est ça. Ça ressemble beaucoup sur l'ordinateur, je veux dire, sur le téléphone. Donc, l'application Flipgrid, là, même si je peux rapetisser ça, c'est essentiellement ça ici. Très, très simple. Donc, il y a les instructions. Si j'avais rattaché d'autres objets, là, comme des vidéos, des choses comme ça, ils apparaisseraient ici. Puis, il y a un gros bouton vert qui dit Moderated. Moderated veut dire que la vidéo que tu vas déposer ne sera pas visible par personne d'autre que le prof. Donc, c'est pour ça que c'est indiqué là. Gros bouton vert. Puis, comme toute application web, il va vous demander d'autoriser l'accès à la caméra. Puis ça, c'est normal. Puis là, on peut enregistrer. Donc, salut, voici ma soumission. C'est ici que vous voyez les modes d'édition où on peut ajouter un petit peu plus. On peut revoir la vidéo. Puis ça, c'est une des étapes super importantes de la plateforme Flipgrid. C'est de donner à l'étudiant le temps de s'écouter puis de finalement réaliser que, il manquait des choses. Tu sais, d'un niveau pédagogique, là, de réfléchir à ce qu'ils ont dit. Puis encore là, pour revenir au point que je disais par rapport au temps. Donc, si on limite le temps, puis on dit que l'étudiant doit être capable de, tu sais, dans 1 minute et demie ou 2, synthétiser qu'est-ce qu'il comprend de ce sujet-là. Puis là, c'est à ce moment-ci qu'il réalise, puis il en manque, il y a des choses que je dis de trop, qu'est-ce que j'enlève? Donc là, il pourrait en ajouter ou simplement recommencer la vidéo. OK? Donc, moi, je dis que c'est parfait. Je vais dire Next. Là, il fait un selfie. Et ça fait la soumission. Donc, on fait Submit a vidéo. Puis quand on voit ça, ça veut dire que la soumission est faite. On fait Complete. Puis je vois qu'il y a une couple de participants qui l'ont fait aussi. Donc, tant mieux. Donc, là, vous voyez, comme étudiant, je ne vois pas les autres vidéos, même si des gens me confirment qu'ils l'ont fait. Et on reçoit un courriel qui confirme l'envoi. Oui, un détail quand même important. Donc là, on pourrait dire aux étudiants, si vous n'avez pas reçu le courriel, c'est probablement à cause qu'il y a quelque chose qui s'est passé au niveau de l'envoi. Pascal, qu'est-ce qui est arrivé avec ta soumission? Je vois que ça n'a pas fonctionné. J'ai reçu un courriel, mais quand j'ai voulu le soumettre, ça me disait que ça ne marchait pas. Ça me demandait de recommencer. Bizarre. On va voir si c'est rentré. Donc là, on voit que j'ai 4 vidéos qui sont rentrées. Je vais rentrer dedans. Ma vidéo. Pascal, ça semble avoir rentré. Donc, peut-être tu essaies de l'envoyer une deuxième fois ou quelque chose. Donc, la vidéo est là. OK, cool. Isabelle. Donc, on clique sur la vidéo. Salut, voici ma soumission. On peut aussi déposer une vidéo comme rétroaction, qui est intéressant. Donc, si on veut... vous ne voyez pas mon écran, hein? Excuse-moi.
Je vais partager mon écran. Puis je vais revenir en arrière, là, que vous avez une coupe de... OK, donc ici, quand je rentre sur le grid, je vois les soumissions rentrer. Quand je clique sur l'étudiant, on voit que c'est hidden. Mais comme je disais tantôt, si je veux juste rendre visible une soumission, ou peut-être moi, je n'ai même fait une comme exemple, je pourrais la rendre visible. Je pourrais la rendre active, donc pour permettre aussi au moins voir un exemple de qu'est-ce que je m'attends, qui est une bonne idée. Puis là, par la suite, les autres soumissions sont cachées. Donc là, quand je clique ici, je vois la soumission. Leave a vibe, c'est comme un commentaire général qu'on peut mettre là. Donc ça va être attaché en haut. C'est cute. Tu sais, ça ajoute cet élément-là cute. Je peux ajouter aussi un commentaire, mais en forme de vidéo. Donc si je fais reply, qui est ici, donc là, je peux encore moi-même me filmer, donner une rétroaction de vive voix. Dire, OK, finalement, tel élément était très clair, mais il manquait peut-être un petit peu d'informations sur la deuxième partie. Est-ce possible de le refaire? Puis, non. Donc là, vous le savez, là, le genre de rétroaction qu'on pourrait faire. Mais qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est encore là, c'est ce back and forth-là de vidéo. Donc, d'utiliser la vidéo comme mécanisme de communication avec nos étudiants. Encore là, à distance, peut-être ça va être un outil qui va nous aider à se sentir un peu plus près de nos étudiants, des choses qu'on va perdre là, à travers les plateformes ECT et même Teams. Quand on est dans Teams, c'est pas tout le monde qui active leur caméra et tout ça. On est capable de les voir puis qu'eux nous voient, leur parler directement à eux. Là. Ça pourrait être utile. Mais c'est à voir. Puis vous allez expérimenter ça, là, vous autres ici, là, dans vos classes. OK. Donc, si on avait créé une grille d'évaluation, elle serait ici, au niveau du feedback. Donc, on le voit qu'elle est là. Donc là, ça, c'est ceux qui sont venus par défaut, mais si j'avais créé mes propres, je pourrais là, utiliser cet outil-là pour envoyer des commentaires de plus ou une rétroaction de plus. Puis là, je peux mettre un commentaire écrit. Je peux tout de suite faire email feedback. Puis là, je vais le faire peut-être pour quelqu'un d'autre. Je pense Isabelle, pourquoi pas. On va la soumission à Isabelle. Quelqu'un qui veut se porter volontaire de faire une soumission dans mon grid. OK. Donc, je vais juste faire l'exemple avec Isabelle. Donc, moi, je vais me filmer. Vous n'allez pas tout le voir, mais Isabelle va le voir. Mais vous voyez l'idée. Donc, ça, c'est ma rétroaction à sa vidéo. Salut. Donc, ça, c'est ma rétroaction. Sophie? C'est mes vidéos. Complete. Puis là, vous voyez là, que j'ai mon petit selfie qui est là. Donc, ça me confirme que j'ai fait ma rétroaction à Isabelle. Je pourrais mettre Non, je vais donner des bons points. Les commentaires. Puis là, je fais email feedback. Donc là, dans quelques secondes, Isabelle va recevoir un courriel. Puis comme je disais tantôt, une des choses que j'aime beaucoup de Flipgrid, c'est justement la performance de la plateforme. Ça va super bien, c'est rapide. Me semble... c'est convivial aussi au niveau de l'interface, les boutons et tout ça. Contrairement à Tâche Vidéo. Tâche Vidéo est super bon. Je l'aime quand même, là, mais il n'y a pas le même look and feel qu'on dit. Donc, c'est tout. Donc là, Isabelle a sûrement reçu un courriel avec ses commentaires, sa rétroaction, puis probablement même un lien qui pointe vers ma vidéo de rétroaction. Puis à cause qu'ils les étudiants se branchent avec leur courriel de la cité, ça va tout passer à travers les courriels de la cité. Donc, c'est pas mal ça. Il y a d'autres choses. Là. Je ne voulais pas trop charger la présentation aujourd'hui. Mais c'est essentiellement ça, Flipgrid. Vous allez voir, les gens qui l'ont utilisé me disent que ça va quand même bien. Il y a encore les petits enjeux que j'ai parlé tantôt. Il y a des scénarios même intéressants qu'on l'a utilisé, qui est un peu différent là, que la norme, on va dire. C'est des gens qui l'ont utilisé même comme dans des laboratoires ou des situations où l'étudiant doit filmer une technique. Donc, pas juste eux autres qui parlent. Ils pourraient déposer le téléphone à quelque part, se filmer en train de faire une manipulation. Guylaine Lalonde l'a utilisé, elle, dans son laboratoire là, pour l'hygiène dentaire. Donc, là, il travaillait en équipe. L'étudiant, lui, il faisait sa technique, donnait son téléphone à son collègue. Puis le collègue filmait l'étudiant en train de faire une technique. Donc là, à travers la plateforme, on voit toutes les différentes vidéos, puis on peut donner nos rétroactions. Dans sa situation à elle, c'est que
elle n'a pas le temps de donner ses commentaires à tout le monde parce qu'elle est continuellement en évaluation pendant que les autres pratiquent. Donc, elle voulait quand même être capable de voir qu'est-ce que les autres font et de donner une petite rétroaction au moins pour qu'ils se préparent à l'évaluation sommative. Donc, juste pour donner des idées, là, des choses qui sont possibles avec ça. Mécanique automobile, je pourrais voir les gens qui utilisent ça pour filmer quelque sorte de technique puis l'envoyer à travers la plateforme. Donc, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des idées de façon que vous voulez l'utiliser? Ça va peut-être aider les autres. Là. Parce qu'en ce moment, ça fait longtemps que c'est moi qui parle. Là. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires ou même des idées d'utilisation, ça serait le fun pour le groupe. Vous pouvez lever la main ou juste ouvrir le micro, c'est correct. Salut, c'est Lucie Labelle, l'autre. Salut Lucie. C'est juste pour bien comprendre, ça peut être une façon de faire un devoir, mais aussi une activité interactive avec les étudiants. C'est bien ça? Exact. Okay. Donc, la plateforme est très flexible en ce sens-là. C'est que, ça peut être un icebreaker, quelque chose de bien le fun, juste poser des questions à la fin de chaque cours, plus informel pour voir et entendre nos étudiants. Mais si on veut l'utiliser comme ça, on pourrait aussi demander à l'étudiant de faire une présentation à travers la plateforme puis que ça soit évalué. C'est à vous d'utiliser l'outil comme vous voulez. Encore moins. Est-ce qu'il y a une différence entre si j'utilise Teams ou avec l'étudiant ou ça? C'est quoi la différence? Bien, Teams, ça serait en direct. Ça ici, ça serait, qu'est-ce qu'il appelle asynchrone. Donc, on pose la question, puis l'étudiant, quand il a le temps, fait sa vidéo et l'envoie. Qui peut être un avantage à cause que de planifier des rencontres individuelles avec chacun de nos étudiants. Ça peut être un défi, peut-être pas non plus, là. Mais ça laisse ses avantages et des avantages. Là. Je veux dire, l'autre, c'est vraiment synchrone où on est branché live avec l'étudiant, puis peut avoir une interaction directe, plus comme une conversation, qu'on peut enregistrer aussi. Donc, on peut prendre Teams et enregistrer la capsule pendant que l'étudiant parle et la regarder par après. Donc, c'est des outils. Hein? Donc, des outils qui offrent des avantages et d'autres qui offrent d'autres avantages. Là. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce qui fit mieux avec vous. Si vous préférez juste Teams, Teams peut faire la job aussi. C'est pas une activité one-on-one avec l'étudiant, pas en groupe. C'est ça, c'est one-on-one. La seule chose qui pourrait devenir une activité de groupe, c'est si on permet les autres étudiants de voir les autres vidéos. Parce que comme moi, j'ai déposé une vidéo de rétroaction, les étudiants pourraient aussi regarder les vidéos des autres et eux autres aussi créer une vidéo en rétroaction. Donc là, ça pourrait être intéressant. De dire, vous devez au moins commenter 3 vidéos de vos collègues. Puis moi, comme prof, je vais voir toutes les vidéos, je vais voir toutes les vidéos commentaires. Donc là, on voit comment que les gens réfléchissent par rapport à ce que les autres font ou ce que les autres disent. Ça pourrait être très intéressant aussi. OK, merci. Ouais. Donc, à moins qu'il y ait d'autres questions, c'est tout. Donc, vraiment, là, 3 outils, on a fait un survol. Je vous recommande, les gens, tout dépendant de l'outil que vous allez choisir, là, de communiquer avec moi, puis on pourrait organiser des choses. Là. Je pourrais vous aider à organiser vos activités. Salut!